Au demeurant, le chef d'entreprise, il est toujours surbooké, toujours dans le jus, toujours en train de penser business, jamais assez de temps pour lui, etc. Des fois, il y a 0 process, des fois il y en a, mais ils sont pas utilisés ou ils sont pas à jour ou personne ne sait qu'ils existent. Le chef d'entreprise, clairement, il est pris à la gorge. Il est la tête sous l'eau. C'est trop de projets, trop de choses à faire, plus de temps, c'est des tensions des fois dans le couple ou quoi, ou la frustration de... On a eu le cas, par exemple, on a eu une cliente... qui nous partageait, qui nous disait quand je rentre à la maison après la journée de travail, mon fils ne me calcule pas. Quand son père arrive, il lui saute dans les bras, papa, il est trop content, mais quand moi j'arrive, rien. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, ça y est, j'ai réussi à t'avoir en podcast. T'as enfin accepté. Avec grand plaisir. Comment tu vas ? Écoute, grande forme. Et toi ? Écoute, ça va, nickel. Non, je rigole parce que on en avait parlé. Tu vas te présenter, mais je vais redonner un peu le contexte. Comment j'ai eu l'idée de t'inviter. On est dans le même mastermind et l'autre jour, je t'ai vu speaker sur justement le recrutement. C'était une intervention sur le recrutement. Tu faisais ça avec Guillaume et en fait, je trouvais vraiment dommage que ça soit pas enregistré. Parce qu'il y avait quand même quelques pépites et donc je me suis dit il faut que je trouve un petit moyen, soit je l'enregistre en cachette, soit je l'invite vraiment officiellement dans un épisode. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça en tout cas. Une fois de plus, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, Laura ? Oui, enchantée à ceux qui nous regarderont. Laura Mabille, avec mon équipe, on accompagne les personnes qui sont surbookées, des entrepreneurs, des salariés, pour les aider à retrouver du temps pour eux et atteindre leurs objectifs en parallèle de ça. On fait des formations sur la productivité, décupler sa productivité, et on accompagne les chefs d'entreprise qui ont besoin de retrouver du temps pour eux tout en continuant à développer la boîte. On les aide justement sur tout ce qui est recrutement, délégation, structuration un petit peu d'une façon générale à travers le programme Systemize. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Moi, ce sujet-là me touche particulièrement parce que je me suis dit justement que j'avais envie de pouvoir dans ma vie bosser sur des choses qui me font vibrer, avoir un impact positif sur la vie d'autres personnes et surtout faire ça sans avoir à sacrifier ma vie personnelle au passage et pas me dire dans 10 ans, putain, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? T'es passé complètement à côté. Et donc, c'est un petit peu ce qui a guidé déjà mon propre parcours. J'en ai eu grand besoin de m'organiser, de structurer et tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je kiffe partager tout ça avec notre audience et les personnes qu'on accompagne et avec vous aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu le topo. C'est top. Tu faisais quoi avant de faire ça du coup ? T'es passé par quoi avant de monter ta boîte ? Alors, j'ai jamais été salariée, par exemple. J'étais en freelance. Avant ça, je bossais sur des projets de communication web, tout ça. Ça sortait un petit peu, c'était dans la lignée de mon parcours. Mais j'ai eu cette période de freelance. Avant ça, j'étais en train d'étudier. J'avais identifié pendant mes études que je croyais au début devoir passer par la case salariée automatiquement. Je me disais, tu vas être chef de projet dans une agence de pub ou quoi, comme la plupart de tes collègues de promo. Fort heureusement, il y a eu des trucs qui m'ont fait changer de perspective. J'ai fait des startup week-ends, des hackathons. Je ne sais pas si ça te parle, tout ça. J'ai eu 2 ans où j'en ai fait un maximum et ça a ouvert toute une voie dans mon esprit. En fait, tu n'es pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un d'autre si tu n'en as pas envie. Tu peux créer ta boîte, faire des choses qui te font kiffer je me suis lancée du coup directement à mon compte et ensuite pour créer l'entreprise. Startup Weekend, si on veut recontextualiser, c'est des événements qui sont organisés. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus avant et tu inities un projet et en gros, tu fais ce qu'on appelle le MVP d'un projet. Tu essaies de valider un truc et donc ça te prouve qu'en fait, t'as pas besoin pour lancer un truc, tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Il faut juste une grosse exécution ultra rapide et c'est un concours. En fait, c'est un peu ça. Enfin, moi, quand je l'ai vécu, c'était comme ça. Toi, je sais pas, c'était un peu ça aussi. Ouais, j'en ai fait ici. Ouais. Énorme. Avec l'école, nous, on n'avait pas trop le choix. Ça faisait partie des étapes obligatoires. Ah, c'est génial. Oui, moi, c'était ça qui me plaisait. Effectivement, en mode concours, tu arrives le vendredi soir, toi, tu as une idée de business et tu la pitches. Il y a des votes, etc. derrière pour les meilleures idées business. Et soit tu n'as pas d'idée, tu vas te greffer à une équipe. Et ensuite, oui, les équipes se constituent sur la base un peu d'affinité, qui croit au projet de qui, etc. Et c'est génial parce que
tu dors, alors aux antipodes de tout ce qu'on va partager là, entre parenthèses, mais tu dors très peu, tu te prends énormément de café, tout ça, tu bosses avec une équipe de gens des fois que tu connais pas. Tu apprends tellement vite, tu apprends tellement de choses, tu es coaché par des mentors, des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Donc, c'est un super terrain d'apprentissage pour tout ce qui est entrepreneuriat, surtout pour quand, comme moi, j'étais étudiante à l'époque. Ça a allumé une petite ampoule dans mon esprit et heureusement que j'ai fait ces trucs-là. C'est top. Aujourd'hui, du coup, les clients que tu accompagnes sont dans quelles industries? Alors, c'est super varié. On a au niveau justement des entrepreneurs, il y a des infopreneurs, des coachs, des formateurs, etc. Mais on a aussi des personnes, on a beaucoup dans le domaine de l'immobilier. On a des entreprises dans tout ce qui va être, on va dire, conseil ou prestations de services, des archis, des avocats, autour même du secteur du BTP. En fait, c'est assez rigolo de voir ça, parce qu'au début, je pensais pas forcément qu'on allait avoir autant un cercle aussi large. Et que la méthode allait pouvoir s'adapter à tous ces contextes-là, mais elle s'adapte, il n'y a pas de problème, tout simplement parce qu'on est tous face au même challenge de délégation, de recrutement, d'arriver à organiser un petit peu la boîte, d'arriver à prendre du recul. Et donc, on accompagne dans pas mal de secteurs d'activité aujourd'hui. C'est cool c'est rare les invités, et même ce qu'on entend de manière générale sur Internet, des gens qui ne travaillent pas pour des gens d'Internet, justement, qui travaillent pour des gens dans le business traditionnel, quoi. Et des fois, ça fait des confrontations assez marrantes, parce que quand on a des personnes, par exemple, dans le secteur du BTP, où oui, les codes, les façons de parler, tout ça vont être différentes, ça nous crée des situations rigolotes, mais géniales. C'est super enrichissant de pouvoir du coup avoir ça. Et c'est le retour des coachs qui travaillent avec nous, justement, qui adorent, parce qu'il n'y a pas de clients qui se ressemblent vraiment. Au niveau de tes coachs, là, comment vous organisez? Tu en as un petit peu partout? Enfin, comment ça fonctionne pour toi? Sur Systemize, il y a en fait, moi je recrute des coachs qui sont des chefs d'entreprise, qui sont déjà arrivés, on va dire, au moins à un business à 7 chiffres de chiffre d'affaires annuel. Donc, ils sont en général passés par là, toute cette étape de structuration, délégation, tout ça, ils ont dû la vivre, qu'on forme. Nous, à notre méthode, à notre façon de faire les choses. Et après, on répartit, on a deux types d'accompagnement, en groupe et en one-to-one. Et sur one-to-one, on va matcher le client avec le meilleur coach pour lui en termes d'expérience, en termes de style de business ou quoi. Aujourd'hui, on a 4 coachs, par exemple, qui travaillent avec moi et on est toujours en train d'en chercher parce qu'on a toujours le besoin de plus. Et donc, on se répartit les choses un petit peu comme ça, quoi. Et l'accompagnement, il se passe sur combien de temps? L'accompagnement est sur 3 mois. Le but, c'est vraiment, typiquement, la personne, quand elle arrive, elle est dans la situation où elle a amené déjà son entreprise à un certain niveau de développement. Elle est en général au-dessus des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça va aller de 100 000 euros de chiffre d'affaires à plusieurs millions. Des fois, le challenge va être un petit peu à un niveau différent. Mais problème, parce que au demeurant, le chef d'entreprise, il est toujours surbooké, toujours dans le jus, toujours en train de penser business, jamais assez de temps pour lui, etc. Et c'est pas confortable pour lui, c'est pas la vie qu'il a envie d'avoir. Et 2, ça bloque l'entreprise dans le développement, forcément, puisque du coup, tu es le goulot d'étranglement de ton activité, trop de choses doivent passer par toi, et ça bloque ce qui peut être accompli. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que sur ces 3 mois, on vient installer 4 piliers de business autonome, justement, nos 4 piliers pour une entreprise qui dépend beaucoup moins du chef d'entreprise et plus de l'équipe et des systèmes. On va parler vision, on va parler justement de l'équipe. Des fois, il y a des problèmes d'équipe, des fois, il manque des personnes dans l'équipe. On va parler process. Des fois, il y a 0 process, des fois, il y en a, mais ils ne sont pas utilisés ou ils ne sont pas à jour ou personne ne sait qu'ils existent. Et on va parler exécution, donc tout, on va dire, le système d'organisation de la boîte. À partir du moment où on a ces 4 piliers en place, déjà en termes de liberté, de clarté d'esprit et de potentiel de croissance, les choses n'ont plus du tout la même allure. Et quand tu arrives dans une boîte, le plus souvent, hein, faisant une grande généralité, mais tu la trouves dans quel état, la boîte? Et le chef d'entreprise, il est dans quelle position? Le chef d'entreprise, clairement, il est pris à la gorge. Il est la tête sous l'eau. C'est trop de projets, trop de choses à faire, plus de temps, c'est des tensions des fois dans le couple ou quoi, ou la frustration on a eu le cas, par exemple, on a eu une cliente qui nous partageait, qui nous disait, quand je rentre à la maison après la journée de travail, mon fils ne me calcule pas. Quand son père arrive, il lui saute dans les bras, papa, il est trop content, mais quand moi j'arrive, rien.
Et c'était, bon, justement, tout le monde un petit peu lui en voulait dans la famille par rapport à la situation, ce qui arrive malheureusement assez souvent. Et bon, bah, on a fini et elle disait, bah, ça y est, c'est bon, on a reconnecté quelque part. Maintenant, papa arrive, il est trop content, il saute dans les bras, mais maman arrive, il fait la même chose. Mais donc, du coup, ouais, tension forcément après au niveau perso, tout ça. Et souvent, d'un point de vue plus business, bah, soit il y a une équipe en place, mais ils sont frustrés parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, ça marche pas, ce truc de la délégation, etc. J'arrive pas vraiment à me libérer du temps, même en déléguant. Il y a des problèmes là-dessus. Soit il manque des gens, il y a un petit peu cette crainte de recruter. On pense forcément salariés, par exemple, alors qu'il peut y avoir d'autres solutions. On pense, il va y avoir le fait que on est un petit peu dans le flou. On est au jour le jour. Il n'y a pas d'anticipation, pas de vision moyen, long terme. C'est dans la réaction, quoi. On survit les 2 prochaines semaines, quoi. On n'arrive pas forcément à accepter plus de clients que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin bref, ça va être un petit panel autour de tout ça. Et c'était ça ta question, non? C'était ça, ouais, exactement. Et savoir un peu dans quel état tu trouves le dirigeant et sa boîte, quoi. Et au niveau du management, moi, ça m'est arrivé au début que j'ai commencé à déléguer. Je me suis complètement sorti de l'opérationnel sur les choses que je déléguais. Et du coup, j'ai carrément abandonné, en fait. L'onboarding, etc. Ça, c'est un truc que tu gères, ça, sur lequel tu accompagnes. Parce que je suis pas le seul, hein. J'ai d'autres potes à qui c'est arrivé. Et j'ai l'impression que c'est assez fréquent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es tellement frustré d'avoir dû gérer ces choses-là que quand tu commences à le déléguer, tu as tendance à refiler le bébé en mode ne m'en parlez plus. Exactement. Mais alors, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est dit comme ça et c'est prévu comme ça ou c'est juste que non, du tout, bien sûr que non. Et puis en plus, tu l'avoues que 5 ans après, tu vois. C'est pas. Tu fais preuve d'une très mauvaise foi à ce moment-là, parce que à ce moment-là, tu n'abordes pas les gens et tu dis que c'était pas les bonnes personnes que tu avais recrutées, alors que pas forcément. C'est. En tout cas, c'est mon expérience perso. Hein. Alors, je le vois très souvent. En fait, on a l'impression souvent, quand on commence en plus à déléguer, que soit tu délègues et tu ne t'en occupes plus, tu ne touches plus rien, soit tu le gardes et tu le fais toi. Et en vrai, on a l'impression que c'est soit tout blanc ou soit tout noir, et il y a plusieurs niveaux d'intermédiaires. Et des fois, de pouvoir avoir ça à l'esprit, c'est pas mal. Et on va à la limite, je reviens là-dessus. Il y a plusieurs choses. Franchement, on pourrait ouvrir et on pourrait faire 1 heure, ne serait-ce que sur ça. Mais il y a d'avoir conscience effectivement qu'il y a plusieurs niveaux de délégation qui peut aider là-dedans, pour ceux qui sont peut-être dans cette situation-là. Et ensuite, nous, on a une façon type, du coup, un process d'onboarding, ce qu'on appelle effectivement, c'est-à-dire comment tu vas accueillir une nouvelle personne au sein de ton équipe pour qu'elle ait le plus rapidement possible toutes les informations qui vont la rendre performante en, du coup, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, selon les types de postes, au lieu de 6 fois ce temps-là quand la personne est obligée de découvrir les choses sur le tas, qu'elle pose 10 000 questions à tout le monde, qu'elle est complètement perdue sur ce qui est attendu d'elle, et ainsi de suite. Donc, d'avoir un vrai process d'onboarding, de pouvoir faire cette transition-là étape par étape, ça déjà, ça aide. Et après, il y a un truc, et quand j'en parle, en général, ça fait tilt dans l'esprit de certaines personnes, mais il y a les niveaux de délégation. On va dire niveau 1 de délégation, c'est celui avec le moins d'autonomie, avec le moins de confiance en la personne à ce stade-là. C'est, suis le process, suis ses instructions précises et fais ça pour moi. Niveau 1. Niveau 7, l'extrême, c'est occupe-temps. Donc, ce que tu partageais là, c'est occupe-temps, je ne veux rien savoir, ne m'en parle même pas, je te fais 100% confiance là-dessus. Et en vrai, par exemple, niveau 3 ou 4, alors je m'embrouille toujours après là-dessus, mais niveau 3, par exemple, ou 4, ça va être propose-moi plusieurs possibilités, on en discute ensemble et on en valide une ensemble et ensuite tu vas faire le truc. Et plusieurs niveaux comme ça. Quand mine de rien, quand tu réalises ça, ça permet toi de dire à la limite à la personne, écoute, les 2 premières semaines, on voit les choses ensemble, tu vas être, moi tu me poses plus de questions, je te borde davantage, c'est ok. On a eu cet échange-là avec quelqu'un du mastermind en plus récemment, qui avait cette crainte de trop infantiliser un peu la personne quand elle arrive au départ, alors que c'est quelqu'un qui est censé prendre pas mal de responsabilités derrière. Et ce que je lui conseillais, c'était de lui dire, pendant 2 semaines, c'est comme si on fonctionnait à un niveau 3 ou 4. C'est OK, c'est juste le point de départ pour que tu puisses prendre tes marques. Et ensuite, par contre, j'attends de toi que tu puisses avoir tel et tel niveau d'autonomie. Et on passe plus à niveau 7, tu fais les choses et même pas besoin de me tenir au courant, je te fais 100% confiance, par exemple.
Sans parler des complexités techniques d'une activité, combien de temps ça peut durer un onboarding moyen? Comment tu vois l'organisation de ce truc? Ça va même pas être. Alors oui, il y a la complexité technique de l'activité. Ça va plus être une question de quel est le rôle de la personne. Tu vas recruter par exemple un assistant sur la partie admin ou admin comptable avec un onboarding qui est bien fait. Et la personne en une semaine, 10 jours, elle est full opérationnelle. Quand tu vas recruter, par exemple, on travaille avec des personnes dans le secteur de l'immobilier. Si c'est quelqu'un qui va être dans une position au niveau du syndic où il y a plus de complexité, etc. Ça va être peut-être quelque chose qui va durer 2 mois parce qu'il y a des montées en compétences à faire, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, en fait, ce temps-là, on a tendance à complètement le squeezer, à se dire hein, il faut vite quelqu'un, je vais la former sur le tas, etc. Normal, parce qu'on est toujours un petit peu dans l'urgence. Mais c'est là où derrière on a un petit peu la boule au ventre de se dire putain si cette personne elle s'en va ou ça le fait pas, il va falloir que je me retape toute la formation, qu'on réexplique tout à une autre personne, il va falloir reprendre tout ce temps-là. L'idée du process d'onboarding, c'est qu'on pose tout, on enregistre, il y a des documents, des choses, etc. qui permettent de faire en sorte qu'après qu'il y ait une personne, 10 personnes qui doivent passer par là, le temps que ça te demande n'est pas multiplié par 10, au contraire, on gagne beaucoup de temps. Ouais, tu capitalises, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, tout à l'heure, en off, on parlait un petit peu des mots-clés qu'il fallait qu'on allait utiliser dans l'épisode. Quand je t'ai parlé de productivité, tu m'as parlé de 2 niveaux de business, de deux levels de business par rapport au chiffre d'affaires, etc. Est-ce que tu peux l'expliquer ici là? Oui, en fait, c'est que quand on est dans l'optique d'avoir plus de résultats en moins de temps, moi, c'est mon dada, c'est ce qu'on fait dans l'activité. Il y a 2 niveaux. Soit on va venir travailler notre productivité personnelle. Donc, toi, Gérald, que tu sois plus efficace, moi, que je sois plus efficace et que le chef d'entreprise, d'une façon, dans son organisation à lui, soit déjà plus efficace. Ça, c'est ce qu'on va appeler la productivité perso. Et il y a un deuxième niveau, c'est quelque part, en fait, la structuration, on va dire plus la productivité de l'organisation, de l'équipe déjà de l'entreprise. Selon l'étape de développement où on en est, il vaut mieux se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Quand on est, par exemple, en dessous, en général, de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, il vaut mieux se concentrer sur la partie productivité, parce qu'on va avoir moins de marge de manœuvre pour pouvoir recruter ou autre, par exemple. Et c'est là où on va pouvoir c'est là où on doit se focus jusqu'au moment où on passe ce cap en termes de chiffre d'affaires et où on va pouvoir passer à l'étape de structuration. Il y a quelques exceptions à ça. Quand tu es freelance, quand tu vends ton temps, de base, tu vas peut-être des fois te heurter à la limite plus tôt et il va falloir, on va dire, anticiper, mais d'une façon générale, 100K. Au-dessus de 100K, à ce moment-là, même si on n'est pas super organisé chef d'entreprise, on aura tout à gagner et on aura plus de temps à se libérer et plus de résultats à obtenir en se concentrant sur la structuration. Parce que, mine de rien, productivité personnelle, même si on optimise notre temps à nous au maximum de ce qui est possible, on n'a toujours que 24 heures dans la journée. Donc, à un moment donné, on se heurte dans tous les cas à cette limite-là. Alors qu'au niveau de la structuration, de l'organisation de l'entreprise, comme il y a d'autres personnes, comme il y a d'autres leviers, là, il n'y a plus de limite, en fait, à ce qu'on peut faire. Donc, à ce moment-là, c'est plus structuration. Et je me posais la question au niveau... parce que là, tu me mets des échelons en termes de chiffre d'affaires, c'est justement pour avoir les moyens de recruter, les moyens de structurer, etc. Mais en termes d'état d'esprit, parce que c'est quand même quelque chose de déléguer quelque chose, surtout quand on l'a fait personnellement pendant des années ou des mois ou peu importe, le transmettre à éventuellement un inconnu, faire confiance. Là-dessus, comment tu gères ce truc-là, toi? C'est clairement ça fait grincer des dents beaucoup de personnes. Effectivement, le fait de faire confiance, ce truc de se dire personne ne pourra le faire à ma place ou personne ne fera aussi bien que moi, de confier des fois les accès, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de niveaux effectivement là-dessus. Faut juste se dire à un moment donné, il faut reconnecter à ok, si là tu as un problème avec ça aujourd'hui, bon, c'est complètement normal. C'est complètement normal de ressentir un petit peu ces blocages-là. Mais il y a 2 options. Soit tu y vas quand même, tu sais, et il y aura des petites erreurs, il y aura des ajustements, il y aura des choses qui vont être à peaufiner, des trucs où tu auras délégué, tu le regretteras, mais au final, tu auras quand même énormément avancé derrière. Et c'est ce qui te permettra d'avoir un modèle d'entreprise où tu peux avoir de la croissance, tu peux avoir des résultats, de beaux résultats, sans que ce soit ta vie qui trinque au passage. Soit
tu dis non, 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 non. Et ça a été mon cas. Hein. À un moment donné, je me suis dit, moi, je veux surtout plus travailler en équipe. Je veux la boîte qui fait le million en étant seule. Le mythe enfin, c'est pas un mythe, il y en a qui le font, mais la boîte à 1 million solo. J'en suis revenue parce que la réalité de la boîte à 1 million solo, dans la plupart des cas, ça va être que c'est toi qui fais tout, quoi. C'est toi qui fais tout, t'as plus de vie, tu t'occupes de tout, même les choses qui te prennent la tête. Tu passes pas ton temps sur les choses qui te font vraiment le plus kiffer. Et donc, faut être bien conscient que quand on est dans cette posture-là, on est à un carrefour. Soit tu as l'option, ça me fait peur, mais j'y vais quand même, délégation, etc. Et au bout du compte, c'est ce qui te permettra d'avoir une vie épanouie à tous les niveaux. Soit tu te dis non, 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 surtout pas d'équipe, je veux pas avancer là-dessus, et tu t'accroches quelque part aux peurs que tu peux avoir à l'instant T. Et c'est la voie de tu continues à travailler plus, toujours plus, des résultats qui stagnent ou qui peuvent baisser. Et il faut être conscient voilà, des deux, enfin, ce que cette décision-là amène. Mais c'est normal que ce soit flippant, c'est normal qu'il y ait de la résistance là-dessus, c'est le chemin, quoi, comme il dit. Okay. Mais ouais, le premier, enfin en tout cas, retour d'expérience perso, le plus dur, c'est de recruter le premier, je trouve. Hein. Une fois qu'après on y prend goût, j'ai l'impression que ça va quand même relativement mieux. Quand tu as été mis en confiance, et oui, ça te permet de te dire, ok, petite victoire, petite victoire, petite victoire, et de te montrer que c'est possible, quoi, à fond. Tu conseilles on va revenir après, on a toute une partie sur la méthodo, tes conseils pour mettre en œuvre tout ça, mais commencer par un poste type bras droit ou au contraire des postes qui sont plus loin dans l'opérationnel, type SAV, type même si c'est hyper important, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais ça dépend du niveau de développement de l'entreprise. Quand, par exemple, si vous êtes plutôt en mode justement plus proche des 100 000 de chiffre d'affaires annuel, que c'est la première fois, etc., que vous allez recruter, on va commencer plus avec au minimum la base de n'importe quel entrepreneur de déléguer, par exemple, la partie admin, compta ou SAV, opérationnel pur, des choses comme ça. Donc, plutôt dans l'exécution. Quand on a une boîte qui a eu, par exemple, une forte croissance, ça va souvent arriver dans le domaine justement du web, etc., où c'est plus facile à la limite à faire. Forte croissance, où d'un coup, tu te retrouves en fait avec un énorme besoin immédiat. À ce moment-là, plutôt que de commencer en bas et de d'abord recruter des rôles dans l'exécution, puis dans la gestion, puis oui, bras droit, parce que c'est lui qui va mener derrière le travail de structuration, qui va épauler dans le travail de structuration, voire qui va le gérer complètement selon la personne qu'on recrute. Dans la relation client, comment tu gères le fait de ne plus être l'interlocuteur en tant que dirigeant et que ça soit ton bras droit ou ton commercial ou ton chef de projet qui prennent la main? Parce que le client, il te fait confiance à toi. Il n'a pas forcément envie de faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas, même si tu l'as recruté, etc. Comment tu gères aussi l'onboarding tes clients vis-à-vis de ce bras droit, de cet intermédiaire du moins? Ça, j'ai eu le cas. Franchement, moi-même, j'ai eu encore le flip un petit peu par rapport à ça, parce qu'il y a eu plusieurs niveaux de délégation aussi dans la boîte. Et quand on a délégué justement la livraison du programme Systemize, je me disais, tiens, comment ça va se passer? Parce que c'est un nouveau programme, c'est encore autre chose. Et en fait, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Les gens comprennent, on a ce blocage et cette croyance que ça risque de difficilement être accepté. En vrai, à partir du moment où tu anticipes le truc et où dès le départ dans la relation, tu expliques qu'il y a une équipe, qu'il n'y a pas que toi, qu'il y a d'autres interlocuteurs qui vont prendre la main, tu es très clair avec le client sur, OK, d'abord, on va parler de nous. Ensuite, une fois qu'on a peut-être conclu le deal, on a un accord, ça va être, je passe le relais à telle personne de mon équipe qui vous prendra en main, etc. À partir du moment où il y a de la clarté là-dessus, les choses se passent beaucoup plus simplement que ce qu'on imagine. Vraiment. Au demeurant, si on analyse nous-mêmes, on comprend que quand on est dans une entreprise, quand on a affaire à une entreprise, on puisse pas être en contact avec le chef d'entreprise en permanence. Ça semble légitime, mais du coup, quand c'est notre business à nous, on a l'impression que ça va être beaucoup plus difficile que ça l'est en réalité. Et d'être un conseil là-dessus pratique, c'est vraiment d'être clair dès le départ, d'expliquer dès le départ en amont dans votre communication sur les sites, sur les supports, etc. Il y a une équipe. Il y a une équipe en place et forcément, à partir du moment où la personne elle entend ça,
OK, il y a des moments où ce sera peut-être le chef d'entreprise, des moments où je lui parlerai pas du tout, je lui parlerai peut-être jamais et c'est OK. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est plus compliqué quand c'est notre cas. Mais oui. D'ailleurs, quand tu fais un tour de table, que tu connais pas les gens, tu te présentes par exemple genre mastermind. Oui, alors moi c'est différent, mais le mec on ne sait pas de quoi il parle. Tu vois, de suite, tu vois, il commence par je suis différent. En effet, on est souvent différent des autres, c'est le principe, mais on a un vrai problème avec ça. Hein. Et en termes de marketing, je le vis à titre perso. Quand je markete mes propres produits, 9 fois sur 10, c'est de la merde. Hein, il faut pas se mentir. C'est vraiment nul. Alors que bon, pour mes clients, je m'en sors pas trop mal, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas te croire ça. Bon, alors là, pour le coup, je te promets que c'est plus la fausse modestie. C'est vraiment... OK. Si, du coup, admettons, je veux déléguer mon premier collaborateur. On imagine, on fait le cas, tu as 150 000 € de chiffre d'affaires par an et je veux déléguer mon premier collaborateur. Je suis consultant, par exemple, ou coach. Est-ce que tu as une méthode à apporter? Alors, il y a la méthode qui nous sert quoi qu'il arrive, par exemple, et que je peux vous partager là. Et après, il y a, par rapport à cette situation-là, j'ai envie de dire, il va y avoir deux pistes qui vont revenir le plus souvent, peut-être trois. Allez. Méthode, de toute façon, quand vous êtes dans une logique où là, vous dites ouais, ça c'est moi. Je travaille trop, je fais trop de choses, je fais des choses qui me prennent la tête dans mon business, je sais que c'est en train de me bloquer, j'ai pas le rythme de vie que j'ai envie d'avoir. La première étape par laquelle on passe, c'est de venir analyser comment vous passez votre temps. Nous, on a un template, ce qu'on appelle un mapping de la charge de travail qu'on passe aux personnes qu'on accompagne là-dessus, où on leur demande, idéalement à l'échelle d'une semaine, de venir écrire tout ce qu'ils font. Ça pique un petit peu pour certains, c'est OK. C'est plein de prises de conscience souvent sur « Ah putain, mais oui, je fais ci, je fais ça, mais c'est pas étonnant que ça arrive pas. » Enfin, mais c'est de là, sur ça qu'on va se baser justement pour venir se dire « OK, donc ça, c'est toute la charge de travail que tu gères aujourd'hui. Clairement, qu'est-ce qu'on peut venir déléguer, grouper certaines choses et identifier des postes potentiels sur lesquels à recruter parce qu'on va se dire bah, « Tiens, en fait, tu gères tout le support client. » Le support client, on va le déléguer. C'est toi qui fais la facturation, c'est toi qui prépare les dossiers pour le comptable chaque mois. On délègue. Ça va peut-être être que, au contraire, ah bah oui, tu passes quand tu fais, par exemple, dans notre domaine, un webinar, tu passes 20 heures derrière à faire des appels de vente. Bon, bah, il va nous falloir quelqu'un sur ça. Donc, c'est là où on va pouvoir voir dans le concret, OK, quelles sont les priorités et qui est-ce qu'on peut venir recruter, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut venir déléguer. C'est pareil aussi pour des personnes qui ont déjà une équipe, en l'occurrence. Hein, donc, c'est la première étape. Et sur ça, on va venir justement faire deux choses. Un, identifier des quick wins, des fois des victoires rapides. On cherche juste à pouvoir soulager la personne déjà un petit peu avant de rentrer dans le chantier. Donc, des choses qu'on peut venir déléguer très rapidement, etc. Et derrière ça, on vient identifier quelque part l'équipe idéale. Donc, ça voudrait dire que peut-être aujourd'hui, oui, je suis tout seul dans mon activité. La première personne que je vais prendre, ça va être quelqu'un qui va m'assister sur toute la partie un peu admin, comptable, opérationnel, comme un assistant admin ou un assistant exécutif. Ça peut être justement, je sais que je me limite et je sais que je fais pas autant de ventes que ce que je peux. Parce que justement, c'est moi qui dois gérer tous les appels de vente derrière, c'est moi qui dois faire tout ça et ça me prend la tête. Bon, je vais prendre quelqu'un pour m'aider là-dessus. C'est là où on va venir pouvoir justement avoir une vision claire des choses et voir qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Voir aussi ce qu'il est possible de faire par rapport à l'étape de développement à laquelle on est, quoi. Ouais, donc déjà, ça désacralise la méthode universelle, quoi. Il y a en effet des méthodes, mais il faut identifier pour chaque boîte, chaque typologie d'entrepreneur, des patterns, des endroits où il y a de la friction et là où on est prêt à déléguer. Par exemple, tu vois, moi, je fais encore certaines pages de vente. Je fais encore certains bouts de code parce que j'adore faire ça. Et j'en parle à certains de mes potes qui, eux, délèguent 100% des trucs. Et là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Eux, il faut absolument déléguer pour avoir un maximum de temps, etc. Mais moi, il y a certaines tâches, même si c'est des tâches qui, aujourd'hui, où il y a une équipe, etc., j'aime les garder de mon côté. Et je trouve ça OK, tu vois, mais c'est pas universel comme façon de penser, j'ai l'impression. Non, en fait, tout dépend si la valeur que tu mets sur le kiff, quoi. Est-ce que même si tu kiffes, si tu te dis non, mais c'est pas dans la posture du chef d'entreprise, etc., tu vas déléguer, ou au contraire, tu adores faire ça parce que tu es passionné par ça et tu vas le garder. Moi, par exemple, il y a des choses, au demeurant, je pourrais très bien confier à des personnes dans l'équipe le fait de faire des apps ou des trucs comme ça. Zapier, c'est un truc, j'adore mettre les mains dedans. Zapier, c'est un outil, peut-être pour ceux qui connaissent pas, qui permet d'automatiser des séquences d'actions, on va dire, entre différents outils, faire par exemple en sorte que quand il y a quelqu'un qui vous remplit un Google Form,
automatiquement, il va recevoir un email derrière, automatiquement, il va rentrer dans votre base de données sur peu importe l'outil que vous utilisez, votre CRM ou quoi. Et j'adore mettre les mains là-dedans et j'ai pas envie de le déléguer ça du coup, donc c'est moi qui fais beaucoup de zap qu'on utilise dans la boîte, mais oui, complètement, il y a une question de kiff. Une fois qu'on a identifié le poste, où est-ce que tu sources les candidats? Comment tu gères ça? Plusieurs niveaux. Le premier niveau à toujours utiliser quand c'est possible, c'est le réseau. De demander autour de vous, de demander aux personnes qui sont déjà dans votre équipe, de demander à des entrepreneurs en qui vous avez confiance, etc. S'ils ont quelqu'un qui match par rapport à ce que vous êtes au profil que vous êtes en train de rechercher. Parce que c'est là où ça va souvent permettre d'aller le plus rapidement, on va dire, quand on a quelqu'un qui nous a été recommandé, on sait que c'est une valeur sûre et on peut y aller beaucoup plus facilement. On va dire premier niveau. Deuxième niveau, quand on a une audience, quand on a des personnes qui sont, ne serait-ce même quand on n'est pas forcément en business en ligne, mais qu'on a une newsletter avec des personnes qui nous suivent, etc. Même si vous cherchez un poste très spécifique et que forcément il n'y a pas de, je sais pas moi, développeur sur un truc très complexe dans votre audience, les personnes dans votre audience peuvent connaître quelqu'un qui. Donc, deuxième niveau, c'est d'en parler dans votre audience. Et troisième niveau, ça va être d'ouvrir à des sites de recrutement, des choses comme ça. Et à ce moment-là, nous, celui sur lequel on a le meilleur ratio en termes de volume de candidature et quand même de qualité de candidature pour nous, pour nos clients, c'est Indeed. Et en plus, on peut automatiser des choses là-dessus. Ça, c'est génial. Et on pourra revenir à la limite là-dessus. Ouais, il faut que tu reviennes là-dessus, t'es obligé. On n'a pas le choix. Sur Indeed, où là, on va ouvrir. Mais on essaie vraiment de partir sur, le réseau, votre équipe, votre réseau à vous, etc. 2, votre audience. Pourquoi? Parce que déjà là-dedans, on a des personnes qui kiffent ce que vous faites. On a des personnes qui sont déjà fans de la mission, qui vous connaissent, etc. Donc, ça va être beaucoup plus simple d'avoir des personnes qui sont un bon fit, beaucoup plus de chances de les avoir. Et ensuite, on ouvre à des personnes qui potentiellement ne connaissent pas. On va dire dans la 80% des cas, on va faire ça. Elle reprend l'angle du podcast, t'inquiète pas, après je te poserai ton petit 20% gagnant. T'inquiète, je vais te l'amener. Parle-nous de cette automatisation là, parce que pour moi, là-dedans, il y a une grosse partie de Pareto aussi. Justement, j'adore l'automatisation et ça, je t'avoue que j'y avais pas pensé et j'étais un peu vexé de pas y avoir pensé moi, tu vois. Donc, tu vois, donc là, je veux absolument que tu en parles de ce truc-là. Il y a 2 choses. Franchement, nous, on a un process de recrutement vraiment, forcément bien cadré, qu'on utilise justement 80%, 90% du temps. Il y a 2 clés là-dedans qui permettent de gagner beaucoup de temps et beaucoup de sérénité. C'est 1, le fait d'automatiser les différentes étapes du recrutement. Et 2, le fait de soumettre le candidat à des situations test qui font qu'on ne va pas se baser pour la sélection du candidat juste sur ce qu'il nous dit et sur ce qui est marqué sur un CV et sur d'éventuelles recommandations qui sont plus ou moins biaisées, mais vraiment sur comment il réagit par rapport à des situations auxquelles il va être confronté chez nous derrière. Première étape sur le fait justement de pouvoir automatiser les choses, c'est un truc qui permet de gagner entre 60 et 80% de temps sur votre process de recrutement. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est pas un chiffre que je sors du chapeau quelque part. On a le cas, et par exemple, je sais pas pour toi, quand tu relances un recrutement, nous, on a lancé un recrutement sur un rôle de support client, justement récemment, là. On a eu 150 candidats. La plupart des gens reçoivent les 150 candidatures et vont se farcir les 150 candidatures. Normal, hein, il y a des personnes motivées, c'est génial d'avoir autant de personnes motivées qui ont envie de bosser avec nous. Mais ça prend un temps fou d'aller consulter toutes ces candidatures-là, de faire des retours aux personnes, souvent qui ne sont pas faits, c'est vraiment pas une super expérience. Et c'est infernal. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va automatiser les choses pour se concentrer que sur les 20 à 40% des gens les plus motivés parmi ces 120 ou 150 candidats-là. Donc, comment ça se passe? On poste notre annonce. Tous les candidats vont non pas répondre via un email en envoyant un CV ou des trucs comme ça, ils vont répondre via un formulaire, Google Form, peu importe, avec quelques questions déjà de base pour se faire une idée première de la personne, de ses motivations. Automatiquement derrière, et ça c'est fait avec Zapier, automatiquement derrière, la personne, quand elle a rempli au questionnaire,
qu'elle a rempli le questionnaire, elle reçoit un email pour lui dire « On a bien reçu, merci. Déjà, ça évite beaucoup d'échanges emails de « Est-ce que vous avez bien reçu ?» machin. 1 heure après, elle reçoit la 2e étape de candidature. Et là, on fait un 2e questionnaire qui va nous permettre de venir filtrer justement, les candidats les plus motivés et de nous faire une vraie idée de comment ils sont dans la pratique. Dans ce 2e questionnaire, par exemple, on va leur demander des fois, quand ça fait sens, d'enregistrer une vidéo où ils se présentent, mais ça nous permet déjà de voir la personne avant même d'avoir un entretien, de voir comment elle s'exprime, de voir si ça matche par rapport aux besoins qu'on a. On va lui demander, par exemple, de répondre à certaines situations test mettons que justement, sur nous, la personne sur le support client qu'on est en train de recruter là, il y avait une question sur, OK, on reçoit un email un petit peu délicat d'un client qui est mécontent pour telle raison. Alors que c'est un truc tout bête qu'on peut régler, comment tu lui réponds? Et on voit si la personne, elle est très formelle, elle est un peu trop coincée, ou si au contraire, elle a déjà les formes pour faire une réponse agréable, pour apporter de la valeur au client. On lui dit que, par exemple, la remarque du client, on l'a régulièrement, où il y a un problème client qui revient très souvent, et on laisse juste ça. Est-ce que la personne, elle pense à dire, si c'est une remarque qui revient souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une vidéo qu'on pourra réutiliser pour d'autres personnes. Est-ce qu'elle va penser à aller modifier les choses en amont, le process? Il y en a qui vont le faire. Génial, là, max de points. Il y en a qui vont pas le faire. On voit à travers ça l'orthographe, machin, des trucs comme ça. On va pouvoir voir quel autre, je sais plus, parce que pour le coup, c'est pas moi qui m'en suis occupée en plus de celui-là. Ça peut être justement de créer un process. Le jour où j'ai fait ce test-là, ça c'était il y a très longtemps maintenant, créer un process, tu vois la personne qui t'envoie un process mis en forme à l'arrache, très évasif, clairement pas la personne dont tu as besoin pour aller mettre des process en place, et la personne qui au contraire va venir te faire le truc très structuré avec différents niveaux, différents titres, avec les captures d'écran, les petites flèches, machin, tout ça. Ok, bref, ce test-là, il permet de voir beaucoup de choses et il est adapté en fonction de la personne qu'on recherche. Et c'est là où je dis que ça fait gagner entre 60 et 80%, parce qu'en règle générale, il y a entre 20% et 40% des personnes qui ont fait le premier questionnaire qui vont vraiment venir remplir le 2e. Donc, en termes de nombre de candidatures à absorber... Ils répondent à toutes les annonces, c'est ça en fait? Non, ils prennent la peine de répondre à un 2e questionnaire. Oui, il y en a qui n'ont même pas, qui sont en train de répondre à toutes les annonces qui leur passent sous les yeux quelque part des fois, mais qui ne sont pas forcément particulièrement motivés à aller travailler dans cette boîte-là, dans notre équipe. Et là, ça permet déjà de faire une différence en termes de motivation, en termes de suivi, en termes de est-ce que la personne arrive du coup après au niveau des compétences, au niveau de ses qualités, à être un bon fit pour le poste ou pas. Donc, dans la logique, si je reprends premier questionnaire, 2e questionnaire, on filtre. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on vient analyser les candidatures. Tout le reste, c'est fait automatiquement, que des relances de mails automatiques, que du suivi automatique. Et les gens apprécient tellement ça d'être tenus au courant, de savoir exactement ce qui va se passer. Ça, déjà, ça fait une grosse différence. En termes de marque employeur aussi, en termes de qualité pour le candidat, c'est une grosse valeur perçue justement d'avoir des retours, de voir que c'est organisé, que c'est pas à l'arrache. Ça doit forcément le rassurer de voir que c'est cadré, quoi. On a des retours. Moi, j'ai justement des clients avec qui on met en place ce système-là. Ils me disent, mais j'ai des personnes qui me remercient. On ne les prend pas, mais ils me remercient quand même parce qu'ils ont trouvé la façon de faire super intéressante. Ça les a vraiment aidés à se projeter dans le rôle. On les tient au courant, on les respecte vraiment de ce point de vue-là, quelque part. Il y a plusieurs clients qui nous disent, j'ai des personnes qui me remercient, j'ai jamais vu ça, quoi. Et comment tu gères si c'est des profils, admettons, qui sont fortement recherchés? Je sais pas, où il y a une vraie, il y a une vraie pression, mais pas côté candidat. C'est vraiment compliqué pour le recruteur, justement. Là, ça va être une stratégie à ce moment-là différente parce que oui, selon les profils, c'est là où typiquement, on va plus se reposer sur les premières étapes dont on parlait tout à l'heure, donc le côté réseau, le côté ça pour aller sourcer des personnes, parce que selon on va dire le niveau du profil, la personne elle n'est pas forcément en train de répondre à des annonces pour trouver du job. Et effectivement, quand elle est dans une position plus entre guillemets de force où elle va avoir plein de propositions, elle va peut-être pas aller forcément au bout du système si elle n'a pas forcément l'envie, quoi. Donc à ce moment-là, on est plus sur les premières étapes, sourcing par rapport au réseau ou quoi, et d'aller plus au contact direct, ou alors après via d'autres leviers, mais à ce moment-là, la dynamique est un petit peu différente.
À quel moment tu conseilles de se faire accompagner dans le recrutement? Donc vraiment la sélection, pas la mise en place de tout ça, mais vraiment la sélection des candidats. Est-ce que pour toi, il faut absolument le déléguer rapidement ou il faut... Moi, ça n'a jamais été un succès, la fois où je l'ai délégué. Je l'ai délégué 3 fois et la personne était pourtant une personne de qualité, mais ça n'a pas été fou en termes de profil. J'aurais pas choisi ce profil-là, je pense. Je pense qu'il y a une vraie douleur sur le recrutement quand justement tu n'as pas déjà un process automatisé et sur lequel tu es serein sur le fait que ça puisse te permettre de sourcer les bonnes personnes. Avant d'aller, nous on a des personnes, des boîtes, des fois là, je pense à une qui a entre 30 et 40 salariés. Un gros problème sur la partie recrutement, beaucoup de turnover parce que justement c'est eux, ils ne trouvent pas les bonnes personnes à chaque fois. Et ils ont essayé énormément de choses, tests psychologiques, cabinet de recrutement, etc. Machin. On a mis en place justement ce système-là, qui permet de sourcer les choses, d'automatiser, avec les mises en situation de test, d'avoir une idée beaucoup plus fine de comment la personne va vraiment agir dans la pratique. Et c'est les meilleurs candidats qu'ils ont eu depuis un moment, quoi, en mettant en place ce process-là. Donc il y a une vraie. C'est eux qui vont analyser la data, c'est pas un cabinet de recrutement justement. Non, c'est eux qui analysent la data. Mais vu qu'il y a moins de boulot, c'est moins fastidieux. Il y a à réaliser. Là, par exemple, nous, pour le recrutement en cours, il y a, on est passé de... Shit, Gérald, t'es là? Je suis désolé. Ok. On est passé de 150 candidats à 40 personnes qui ont répondu à la deuxième étape. C'est ces 40 candidats-là qu'on analyse. C'est en l'occurrence une personne de mon équipe, mon responsable opérationnel, qui analyse les candidatures là et qui va faire ressortir les meilleurs sur la base justement de comment ils se sont comportés aux situations test. Donc, 1, ça te prend moins de temps. 2, tu es beaucoup plus rassuré sur ta propre capacité à pouvoir pour le coup arriver à vraiment identifier quelle sera la bonne personne. Donc, quand tu recrutes des personnes, on va dire, qui sont effectivement pas forcément à un niveau d'expertise très pointu ou très spécifique, c'est une très très bonne option. Il n'y a pas besoin forcément d'aller passer par un cabinet de recrutement ou des choses comme ça, en l'occurrence. Mais ça peut être déjà délégué en interne à des personnes de l'équipe. J'ai des clients qu'on accompagne là-dessus, ils le délèguent directement à quelqu'un qui est leur bras droit, une personne sur l'opérationnel, qui met en place tout le système et qui va faire derrière qui met en place de A à Z, et eux, ils arrivent pour la partie d'entretien, par exemple. Avec eux, les meilleurs profils, ils ont quelqu'un qui a géré tout de A à Z, et eux, ils sont là pour faire un entretien téléphonique. Et des fois, c'est le deuxième entretien téléphonique, il y en a déjà eu un auparavant, avec les 3 meilleurs profils, on va dire, qui sont sortis du recrutement. Là-dessus, avec ce filtre-là qui va enlever 20% par étape quasiment à chaque étape du process, quoi. Pour ceux qui ont peur justement de ne pas avoir assez de candidats en entrée, comment tu veux gérer ça? Comment tu leur expliques le point? On revient sur le truc de tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un enjeu sur plus le volume à gérer, ça c'est un très bon filtre à avoir. S'il y a un enjeu plus sur le fait d'aller venir trouver le bon profil sur une expertise spécifique ou quoi, c'est plus là où oui, tu vas pouvoir aller soit faire du sourcing, enfin, c'est pas faire du sourcing, c'est utiliser ton réseau pour avoir des recommandations, avoir des bons profils, soit toi, éventuellement aller sourcer ou déléguer là un cabinet de recrutement en l'occurrence. Là, c'est différent, la dynamique est différente. Mais pour beaucoup attention, parce que voilà, souvent on a l'impression du coup que ça doit être le premier réflexe, et c'est vraiment que quand on a, nous on a utilisé ce process pour des assistants dans la partie opérationnelle, pour des rôles de responsables, pour des directeurs opérationnels même, et on a eu de super retours, des personnes qui ont vraiment embauché les gens derrière en utilisant ce process-là. Donc on a souvent plus de retours que ce qu'on imagine. Mais après, bien sûr, oui, quand c'est des expertises particulières ou quoi, réseau et éventuellement cabinet. J'avais une question par rapport au contexte sanitaire. Il y a beaucoup de gens en télétravail. Toi, de ton côté, est-ce que tu as eu... Tu sens en fait que la mentalité vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis du télétravail, etc., ça a changé ou pas encore, ou tu penses que c'est que éphémère? Je suis biaisée parce que j'ai envie de dire que ce serait tellement... Nous, on est tout en télétravail de base et c'est tellement bien. Mais
Non, j'ai l'impression, ça va dépendre pareil des secteurs d'activité, mais il y a beaucoup de secteurs, par exemple, avec qui on va travailler là et où je vois que le télétravail, c'est un mal nécessaire à l'instant T, quelque part. Et dès qu'ils en auront l'occasion, ils essaieront de revenir sur plus quelque chose de normal. Je pense qu'il y aura par contre vraiment... c'est pas qu'on va passer beaucoup plus en full télétravail, mais plus de souplesse là-dessus sur le fait de peut-être faire 2-3 jours au bureau et 2 jours en télétravail ou quoi. Ça, oui. Ça, je pense vraiment que, parce que chacun aura vu, on va dire, l'intérêt de cette façon de faire-là. Mais il y en a aussi, j'ai l'autre retour, pour le coup, on fait en accompagnant plus sur la partie productivité, des équipes de grosses boîtes. C'est eux qui en ont marre du télétravail. Parce que d'être à la maison, tout ça, avec les petits, avec la famille, tout le temps, ils préfèrent avoir un vrai moment de travail au bureau et un vrai moment off derrière. Il y a un gros enjeu d'arriver à déconnecter pour certaines personnes, du coup, qui se retrouvent sans limite, on va dire, claire entre le moment de travail et le moment off où on kiffe et on profite et on se détend, quoi. Et du coup, ces gens-là, là, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Ceux qui n'arrivent pas à cloisonner le off et le travail. Moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé là-dessus et que je conseille souvent, c'est le principe d'avoir une sorte de rituel de déconnexion. En fait, c'est comme si, la plupart du temps, on finit notre journée sur l'ordinateur, tu sais, à la fin de la journée, tu as toujours plein d'onglets ouverts, genre 20, 30, 40. C'est la même chose dans notre tête. On pense à plein de trucs, il y a plein de sujets qui ont été ouverts, plein de réflexions en cours, plein de choses sur lesquelles on se dit « Ah, il faut pas que j'oublie ça, il faut que je réponde à un tel, machin, demain, il faut... » Et toutes ces choses-là, on les a souvent pas notées, et elles reviennent popper, on va dire, à la surface de notre esprit, pile poil au moment, justement, où on est en train d'essayer de se détendre, on n'en peut plus, on a envie de couper avec tout ça, parce qu'on n'a pas eu ce moment où on est venu, quelque part, fermer les onglets, quoi. Donc, le rituel de déconnexion, c'est un truc qui te permet de venir faire table rase, un petit peu ranger tout ce qu'il y a là-dedans. Et il y a plusieurs choses que tu peux venir mettre dans le rituel. Ça peut être juste de prendre un moment, et franchement, ça, c'est un des trucs les plus efficaces. Prendre un moment, ok, tu t'arrêtes de travailler, tu fais le signe, tu te tais et tu écoutes tout ce qui se passe dans ta tête. Il y a plein de choses qui vont à quoi tu penses, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, quelles sont les relances que tu dois faire, tous les trucs, toutes les petites tâches qui flottent là-dedans. On vient les noter quelque part, on les rajoute idéalement dans notre to-do list. Pas 36 000 to-do list, une to-do list d'ailleurs, mais c'est un autre sujet encore. Pour pouvoir savoir que le lendemain, quand tu te remets à bosser, tu as un endroit où tu vas retrouver tout ça. Tu n'as pas besoin de te le repasser en boucle dans la tête. Tu peux lâcher le truc, c'est noté, tu vas pouvoir le retrouver. Donc, juste un moment pour pouvoir noter toutes les choses, toutes les to-do que tu peux avoir en tête. 1. 2, ça peut être de venir anticiper, regarder le programme du lendemain. Organiser un petit peu ta journée du lendemain, de pas avoir à faire ça quand justement tu es en train de manger avec ta femme, ton mari ou quoi. Ça peut être aussi par exemple, il y en a qui utilisent ça je le fais pas pour le coup, mais de faire un geste ou de dire un truc qui va te permettre de enregistrer quelque part en mode un peu Pavlov que c'est la fin de la journée. Donc ça peut être taper 2 fois dans tes mains, ou ça peut être de dire ma journée est terminée, pour que petit à petit t'associes comme Pavlov où il faisait sonner la cloche et il donnait à manger aux chiens. Ils ont fait ça quelques temps et ensuite il sonnait la cloche mais il donnait pas la gamelle aux chiens, mais les chiens ils étaient quand même en train de saliver. L'idée c'est la même, c'est qu'en disant ma journée est terminée, petit à petit tu donnes le message à ton cerveau et au reste de ton corps que tu es en off, c'est fini. Donc, le fait d'avoir un moment de déconnexion, ça fait une énorme différence. On a de super bons retours là-dessus. J'ai eu, moi, premier confinement, ces espèces d'angoisse où j'avais l'impression d'oublier des choses. Ouais. Tu vois, genre, j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis persuadé que j'ai oublié quelque chose. Bon, mais c'est repassé par de l'hygiène en temps normal, je note tout. Mais là, c'est vrai que niveau hygiène de vie, hygiène mentale, premier confinement, c'était un peu chaotique. Et donc, du coup, c'est repassé par justement des trucs assez basiques. Et ouais, ça enlève cette espèce d'angoisse. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de truc-là, mais c'est ultra désagréable en tout cas. Ah, mais c'est redoutable. C'est un truc. Et ça peut le faire pour le coup pour des salariés et pour le chef d'entreprise. Je pense que c'est encore plus. Il y a souvent beaucoup de sujets. Et tant que tu n'as pas casé ça, par exemple, ça me l'a fait, moi, vendredi. Vendredi, j'ai fini. Il y avait une grosse journée. Normalement, je coupe. Et là, je me disais, putain, là, il y a trop de choses en tête. Je me suis fait justement le petit point pour tout noter, etc. Je savais que sinon,
on allait se commander les sushis, regarder Koh Lanta, machin, tout ça. Ça allait être foutu en l'air si j'avais pas ce moment où je pouvais vraiment tout coucher sur papier et profiter derrière du week-end. Donc ça fait carrément. Ultra important. La charge mentale, ouais, c'est un truc, ça, et même ceux qui ont des collaborateurs, imposez-le à vos salariés, c'est bien pour eux, quoi. Ça, vraiment, c'est hyper important. J'ai 3 petites questions que j'aime bien poser en fin d'épisode. Ouais. Si tu pouvais, en un claquement de doigts, maîtriser l'expertise que tu veux, ça serait quoi? Je dirais sur de la partie, parce que c'est mon terrain de travail du moment, donc sur la partie mindset, développement de mindset. Il y a beaucoup de choses qui sont à la racine autour du mindset, et c'est autant sur le reste, justement, gestion du temps, machin, je me sens déjà à l'aise. Autant sur la partie mindset, je sais que c'est mon terrain de travail, donc c'est peut-être biaisé parce que c'est mon focus du moment, mais je dirais ça, ouais. C'est hyper récurrent d'avoir justement des sujets hyper actuels pour les développement de mindset, ouais, savoir identifier tes blocages et tout qui te font forcément ralentir, on va dire, quelque part, et qui te bloquent aujourd'hui, et pouvoir les dépasser. Bon, en attendant, je me fais accompagner justement sur ça. Donc c'est pour toi, c'est pas pour tes clients. C'était la question que je voulais te poser derrière. Ah ouais, non, c'est pour moi. Moi, je l'ai orienté pour moi. C'était pour les clients, et tu voulais dire? Non, c'était parce que travailler le mindset, ça peut être aussi être plus à l'écoute, comprendre. Ouais, non, là c'est pour toi directement. Ok. Non, ouais. Et ok, bah, c'est ok. Et si, admettons, tu avais 24 heures pour te réincarner dans ce que tu veux, qui tu veux, ça serait quoi? Ah ouais, non mais attends, on creuse un peu. 24 heures pour me réincarner. Donc pendant 24 heures, je me réincarne dans ce que je veux, c'est genre animal ou quoi, ou une personne? Ce que tu veux. Il n'y a pas de contrainte. Juste 24 heures. Tu as 24 heures pour vivre cette expérience. Ah ouais, je vais dire un truc cucu. Attends. On a eu Alexandre Cormon qui a dit qu'il voulait se réincarner dans un dauphin. Donc je pense qu'on peut pas faire plus cucu. Alexandre Cormon dauphin, j'aimerais bien voir. D'ailleurs, s'il y en a qui se proposent pour faire un petit montage, je pense qu'il sera apprécié. Non, bah, j'aimerais avoir une réponse. Alors ça, tu vois, c'est typiquement le genre de question, normalement. Je prends un quart d'heure pour y réfléchir. Et c'est un des sujets sur lesquels il faut que je bosse derrière. Mais là, je dirais tout de suite un oiseau, un aigle, un truc comme ça pour le côté de voler. Mais justement, j'aimerais avoir quelque chose de plus excentrique à partager, mais je vais devoir rester sur cette réponse-là. Le but, c'est justement d'être sincère. Donc, ok, très bien, c'est noté. Un oiseau. Et si tu pouvais revenir en arrière et modifier quelque chose, ça serait quoi? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Je viens de lire ce bouquin qui te dit que la vie ne t'arrive pas à toi, quelque part en mode agressif, mais arrive pour toi, bon comme mauvais. Et quelque part, il y a un truc à en retirer. Donc, pareil, je vais rester sur cette idée-là, je ne change rien. Bon, bah c'est très bien. Bah, tu vois, tu y arrives. Du coup, Laura, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu ton boulot, savoir ce que tu fais? Deux choses principales. Bon, forcément, il y a Instagram, tous ces trucs-là, mais pour récupérer justement, pour ceux qui veulent se libérer du temps et continuer à augmenter leurs résultats, il y a l'Happy Hour, c'est la newsletter hebdomadaire. Tous les vendredis, on envoie un email pour vous faire libérer 1 heure dans la semaine. Donc, grosse promesse, mais c'est un tout nouveau format et trop contente, on a de super retours dessus. Donc, il y a l'Happy Hour. Et deuxième option pour ceux justement qui sont intéressés par tout le process de recrutement dont on a pu parler tout à l'heure. On partage tout ce process de recrutement-là, les modèles de messages, des exemples de missions test, comment automatiser les choses dans Top Délégation. C'est le kit justement avec tous les outils, etc., prêts à être utilisés. Et du coup, vous aurez le lien Top Délégation. En plus, il est à 47 € en ce moment au lieu de 197. Donc, vous pouvez en profiter et vous aurez absolument tout pour commencer à justement faire votre recrutement express et avoir un super profil pour vous épauler. Bah, c'est top. C'est noté. Je mettrai le lien dans la description et sur les différents supports. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui. Je suis vraiment content. Avec grand plaisir. Quand j'imaginais ce podcast, vraiment, je voulais t'inviter. Tu faisais partie de mes invités phares. Donc vraiment, je suis vraiment cool qu'on ait pu le faire.
Et puis voilà, j'espère que les gens vont passer, vont comprendre les enjeux en fait de la structuration du recrutement. En tout cas, dans mon cas personnel, ça a été vraiment un vrai sujet sur le scaling, en tout cas, de pouvoir déléguer. Encore une fois, merci et puis à bientôt, Laura. Merci à toi, avec grand plaisir et à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.